Bonjour à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Au lendemain du scrutin du mardi 3 novembre 2020, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président pour la première fois depuis 2000. La participation a été record, notamment par correspondance, et le dépouillement pourrait durer quelques jours dans plusieurs des États clés qui décideront du nom de celui qui prêtera serment le 20 janvier 2021. Dès le mercredi 4 novembre, le président républicain Donald Trump a lancé des accusations de fraude alors que son adversaire démocrate Joe Biden a acquis une légère avance dans les résultats partiels de plusieurs États clés. La confusion va-t-elle transformer l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 en crise politico-judiciaire? Qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera le futur président des États-Unis d'Amérique? On en parle avec le journaliste Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et le journaliste Thomas Guessambi. Bonjour. Bonjour Fatim. Bonjour Thomas. Alors messieurs, je vous propose de retrouver dès à présent notre correspondant aux États-Unis, Jean-Roger Bion, journaliste à VOA. Jean-Roger, bonjour. Au moment où nous parlons, l'Amérique ne connaît pas encore le nom de son futur président. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez pour le camp démocrate et républicain? Bonjour Fatim, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les Américains ne connaissent pas le nom de leur président au lendemain du scrutin présidentiel. 6 États sont au centre des altermoiements et devraient déterminer l'issue de la course à la Maison-Blanche pour l'année 2020. Il s'agit notamment de la Pennsylvanie, de l'Arizona, du Michigan, de la Caroline du Nord, du Nevada et de la Géorgie. Le président Donald Trump a affirmé maintenant qu'il a gagné l'élection, une déclaration qu'il avait déjà faite après la fermeture des bureaux de vote. Son adversaire Joe Biden, lui, s'est dit plutôt confiant, mais sans revendiquer explicitement la victoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être élu, il faut être adoubé par 538 grands électeurs qui composent le fameux collège électoral. Et au sein de ce collège, il faut dégager une majorité de 270 grands électeurs. C'est le chiffre magique qui ouvre en tout cas les portes de la Maison-Blanche et donc pour consacrer le président des États-Unis. Au moment où je vous parle, le candidat Joe Biden semblait plus proche de ce chiffre de 270 grands électeurs et la majorité des médias américains disent qu'il est proche de l'entrée à la Maison-Blanche. Alors visiblement, cette élection suscite l'engouement du peuple américain. Pour quelles raisons? Fatim, disons que les Américains sont vraiment sortis pour aller voter. C'est une première dans les annales des élections dans ce pays. Le taux de participation à l'issue de ce scrutin sera sans doute connu quand les résultats définitifs seront proclamés. Mais pour comparaison, disons qu'en 2016, au total, 130 millions de personnes ont voté. Cette année, en 2020, avant même le jour du scrutin, plus de 100 millions de personnes avaient déjà voté, soit par courrier, soit par anticipation en personne. La dynamique électorale est venue de la polarisation extrême du paysage politique américain. Chaque camp démocrate et républicain ayant activé au maximum ses partisans. Il y a aussi peut-être la personnalité exotique du président Donald Trump et d'une certaine façon celle de Joe Biden. Les problèmes de société tels que la Cour suprême, la justice, le racisme, l'assurance maladie, vraiment chaque Américain a voulu, par le vote, exprimer sa voix, dire ce qu'il pense de la situation. Je crois que c'est pourquoi les Américains sont sortis très très nombreux. La dernière question. Donald Trump et Joe Biden ont affirmé être prêts à suivre les différentes voies de recours et donc de contester les résultats. Doit-on craindre une bataille juridique autour de cette élection? Pour ce qui concerne les contentieux, disons, Fatim, que le nœud se situe au niveau des 6 États que j'ai mentionnés tantôt. Il cristallise toutes les attentions en tout cas. Le président Donald Trump multiplie en ce moment les recours en justice et a réclamé un nouveau décompte des voix au niveau d'au moins un État, le Wisconsin, que certains médias ont déjà attribué à son adversaire Joe Biden. Et c'est la même situation qui prévaut dans les États comme le Nevada, l'Arizona, la Géorgie et surtout la Pennsylvanie.
La lenteur du dépouillement tient au fait que nous sommes dans la dernière phase de dépouillement. Les travailleurs électoraux, les agents électoraux ont déjà comptabilisé plus de 90% des bulletins. Et comme ça se fait manuellement, ça prend du temps et ça favorise les tensions autour des bureaux de vote entre les partisans du président Donald Trump et ceux de son adversaire Joe Biden. Jusqu'où iront les recours judiciaires du président Trump? Nous n'en savons rien, mais on peut dire que le candidat Joe Biden est plus proche du chiffre magique de 270 grands électeurs et on ne sait pas ce qui va arriver. Pour le moment, il y a une lueur de chaos sur l'élection présidentielle américaine, comme les Américains eux-mêmes le disent, wait and see. Merci Jean-Roger. Alors messieurs, l'Amérique et le monde entier, visiblement, est dans l'attente du résultat de l'élection présidentielle. Pouvez nous dire ce qu'il se passe exactement au niveau du dépouillement des votes qui cristallise tant les tensions? Jean-Claude Coulibaly. Je pense que c'est dû au fait que cette année, il y a eu plus de votes par correspondance. C'est-à-dire le vote par correspondance, c'est le vote qui se fait à partir des envois, les envois postaux, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les citoyens ont le droit, ça fait partie en fait du code électoral américain, ont le droit de faire le choix sur des formulaires qui sont envoyés à domicile et puis de les faire parvenir par la poste. Et donc ce sont ces votes par correspondance-là qui font que ça prend du temps puisque c'est le décompte manuel. Voilà. Cette année, il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de votes par correspondance. Par le passé, le vote par correspondance n'était pas aussi important. Mais cette année, compte tenu du taux de participation assez élevé, parce qu'il faut reconnaître que c'est historique, Donald Trump lui-même il a dit dans une phrase célèbre, les votes sont phénoménaux, comme il l'a dit. Et donc, c'est vous dire que combien de fois, autour de la crispation, c'est-à-dire la cristallisation, en tout cas, de cette élection de cette année, il y a ce qu'on appelle, ça a suscité l'engouement, l'engouement au niveau des Américains qui ont décidé de sortir massivement, qui ont décidé de participer massivement à cette élection-là. Mais il faut reconnaître que, bien entendu, quand c'est comme ça crée toujours, en tout cas, des tensions. Parce que, d'habitude, le président des États-Unis a connu les heures qui suivent, ou bien sinon le lendemain. Mais pour cette année, on est à 2 jours encore, après 2 jours des élections, on se rend compte qu'on ne connaît pas encore le vainqueur, celui qui va occuper, par exemple, la Maison-Blanche. Voilà un peu tout, pourquoi il y a toute cette tension-là autour de cette élection. Quelle est votre explication, Thomas Guessambi? C'est l'attente, la lenteur du dépouillement qui cristallise les tensions? Bien entendu, nous parlons ici de la première puissance mondiale quand même. Donc forcément, tout ce qui touche à une telle icône peut à la fois intéresser le reste du monde et cette grande démocratie faite de millions d'électeurs aussi. Ce que je dois dire, c'est que vous savez qu'il n'y a rien de nouveau et que les événements que nous vivons ne sont rien d'autre que les fruits, ou bien, si vous voulez, le fruit d'un certain déterminisme. Ça veut dire d'une certaine succession de faits. Peut-être pour certains Américains, c'était acquis hier. On aurait dit, pour les démocrates, en 2016, c'était acquis face à un candidat qui n'était pas bien vu, face à un candidat qui n'était pas bien entendu, et donc qui, au bout du compte, arrive à remporter les élections. Et donc, les premières heures de sa victoire ont rimé avec des marches, ont rimé avec une sorte de révolte. Donc, on se dit, 4 ans après, il nous faut ne pas négliger cet adversaire pour les démocrates. Il nous faut sortir la grande artillerie, il nous faut sortir tout ce qu'on a dans les tripes pour faire partie de Donald Trump. Mais en même temps, à côté de cela, il y a des Américains qui disent « Mais on ne savait pas que ce monsieur allait avoir un bilan aussi intéressant en matière économique. » Je sais qu'on va en arriver. On va en parler donc, tout à fait. Bien entendu, pour certains qui, de loin, étaient désespérés de la politique américaine,
en voyant quelques pas, quelques prouesses, quelques évolutions, quelques gains de Donald Trump sortent pour aller conforter Donald Trump dans sa deuxième tentative d'être président des États-Unis. Donc, bien entendu, le nombre de votants a augmenté et on sait que personne ne veut que la victoire lui échappe. Donc, naturellement, cela prend du temps. Mais justement, messieurs, il n'y a pas eu de vague bleue, comme prédit par certains observateurs. Même s'il n'y a pas encore de résultat définitif, est-ce une défaite finalement pour les démocrates qu'il n'y ait pas eu cette vague bleue, ou pour les républicains, car finalement les prédécesseurs, Donald Trump, se sont fait réélire avec beaucoup de facilité? Donc, moi, je vois, quelle lecture vous en faites? Je vois plus qu'on appelle ça une défaite entre griffes pour les démocrates. Parce qu'on avait, comme vous l'avez dit tantôt, en tout cas annoncé une vague bleue. On avait tous les sondages vraiment disaient que Joe Biden allait gagner haut les mains ces élections. On parlait de 10 points, de 8 points, voire au minimum. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la réalité est tout autre. On se rend compte que même au niveau même de la Chambre des représentants, où les républicains étaient majoritaires, aujourd'hui ils sont en ballottage, c'est presque 50-50. Donc ça vous dit qu'en fait, les sondages, je peux, même si j'ose m'exprimer ainsi, ont menti encore, comme en 2016. Avec Hillary. Autant d'Hillary, et qui ont montré qu'effectivement, il y a des limites à ce niveau-là. On parle de vote caché. Mais il est clair qu'en fait, on a tendance véritablement à transposer certaines valeurs, je dirais, cartésiennes, mais qui n'ont rien à voir véritablement avec les réalités, la réalité puritaine, la réalité rurale, c'est-à-dire de l'Amérique profonde. En fait, c'est ça. Et c'est ce qui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un combat entre l'Amérique des villes et l'Amérique rurale. C'est que l'Amérique des villes sous-estime la mobilisation. Sous-estimer l'Amérique rurale. Ça veut dire qu'il y a deux camps de valeurs qui sont en train de se disputer. Mais je voulais dire une chose. C'est-à-dire ce qui est important, c'est qu'en réalité, il y a cette tension autour des élections présidentielles aux États-Unis. C'est dû au fait qu'en réalité, il y a une tradition au niveau des États-Unis. À la fermeture, par exemple, des bureaux de vote, en principe, on sait déjà plus ou moins qui va occuper la Maison-Blanche. Pour cette année, ce n'est pas le cas parce que le camp démocrate a utilisé une autre stratégie pour pouvoir battre Donald Trump. À défaut, par exemple, de pouvoir mobiliser son monde le jour du vote, parce que vous savez que c'est un jour ouvrable, ils ont anticipé. Ils ont anticipé par le vote par correspondance. Et ce que le camp républicain estime que c'est une sorte de fraude. Une sorte de fraude en ce sens que, dans un premier temps, c'est plus facile, par exemple, de mobiliser son monde, de réunir, faire du lobbying autour, par exemple, d'un échantillonnage d'électeurs. Et puis, en plus de cela, il y a une valeur fondamentale. Sinon, il y a un droit fondamental qui est plus ou moins, si vous voulez, violé dans cette affaire, c'est le secret du vote, le secret du scrutin. Vous voulez dire que les votes par correspondance ne respectent pas le secret du vote? Oui, c'est vrai que le code électoral, je dis bien, le permet. Le permet. Voilà, le vote par Donald Trump lui-même, il a voté par correspondance, ça il faut le dire. Voilà. Mais je vais dire que, en fait, c'est un vote, à mon sens, qui viole, si vous voulez, un principe fondamental, c'est-à-dire un droit fondamental qui est le secret du vote. Voilà. Mais c'est... Là, le camp républicain n'a pas su anticiper à ce niveau-là. Donc il y a une stratégie de la part des démocrates pour... Absolument. C'est-à-dire que dès le premier... C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden, Trump avait déjà dénoncé cela. Il a accusé, par exemple, le camp démocrate de vouloir tricher, d'en train de préparer une fraude à grande échelle pour pouvoir Mais pour parler battre. De tricherie, de fraude, il faut encore avoir qu'il y ait un caractère illégal. Pour l'instant, tout semble être dans la légalité. Thomas Guessambi, votre regard sur cette stratégie des démocrates? Oui, bien entendu, la vague bleue qui a été prédite ou prophétisée et qui n'a pas tenu ses promesses. Les signes sont quand même parlants. Quand vous avez deux candidats face à face, Donald Trump et Joe Biden,
il y a ce qu'on appelle la personnalité, ou si vous voulez, la construction spirituelle particulière de chaque individu. De ce point de vue, le charisme appartenait beaucoup, ou du moins ça appartient beaucoup plus aux républicains Donald Trump que Joe Biden. Et là, je ne suis pas en train de tenir des propos d'un partisan ou d'un supporter, mais sinon, comment comprendre que l'ancien président puisse venir à la limite prêter main forte Barack Obama à Joe Biden, parce qu'au niveau du discours qui captive, au niveau de la personnalité, qui sont des éléments fondamentaux pour faire basculer des électeurs indécis dans son camp, les démocrates n'étaient pas bien lotis. Mais à côté de cela, il y a que les démocrates, pour moi, n'ont peut-être pas, à la limite, eu la même stratégie que Donald Trump, qui, lui, a segmenté les États-Unis. Il est conscient qu'il est aimé d'une bonne partie des Américains, mais il n'est pas aussi aimé d'une bonne partie des Américains. Donc, lui, sa stratégie, c'est de se concentrer sur ceux qui sont pour lui, ceux qu'il aime. Comment faire pour les garder fidèles? Alors que du côté démocrate, il est question d'aller pêcher des nouvelles voies, il est question d'aller surfer. Chez qui? Chez les républicains ou chez d'habitude ceux qui ne votent pas, les primo-votants? Quelle catégorie? Des femmes? Bien entendu, ce que les marketeurs ont appelé l'océan bleu, l'océan rouge. L'océan bleu, c'est ce qui est tranquille, c'est ce qui est acquis. L'océan rouge, c'est là où on doit batailler. Donc, pour les démocrates, il était question d'aller batailler dans les zones qui, traditionnellement, étaient acquises aux républicains. Bon, ça lui a souri dans quelques États, mais toujours est-il que Donald Trump était confiant que ceux qui ont été pour lui en 2016 allaient continuer de l'être, et ceux-là, quand vous avez parlé tout à l'heure du milieu à la fois urbain et du milieu rural, je pense que cela aussi a été parlant au point que les ruraux, si on doit les appeler comme ça, sont restés fidèles à Donald Trump. Alors l'importance de l'enjeu fait également redouter que se reproduise ce qui s'est passé en 2000, lors des présidentielles entre George Bush et Al Gore. Messieurs, doit-on envisager sérieusement l'intervention de la Cour suprême? Oui, comme c'est parti là. On ne peut pas écarter cela. Moi, je pense que ceux qui essayent, par exemple, de faire le rapprochement entre 2000 et 2020, je pense que, pour moi, ce n'est pas tout à fait le schéma. Parce qu'en 2000, c'était seulement un État, c'était la Floride. Et il était question d'une affaire de 500 voix d'écart. Et il y avait en tout cas des bulletins de vote qui étaient mal comptabilisés, etc. Et comme c'était, si vous voulez, un décompte qui ne finissait pas, bon, la Cour suprême a été obligée vraiment de mettre un terme pour dire que bon, on pouvait déclarer un vainqueur. Mais vous savez que ça a causé beaucoup de problèmes aux États-Unis, parce que la Cour suprême est censée être vraiment au-dessus de la mêlée, impartiale, et ça a créé beaucoup de problèmes. Donc la Cour suprême, pour cette année, n'a pas vraiment envie vraiment de se mêler. Mais on peut y arriver. Actuellement, c'est au niveau des États, parce qu'il y a au moins 6 États, non, du moins 4 États qui sont concernés, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie et surtout et aussi la Géorgie, voilà, qui actuellement, aujourd'hui, il y a une sorte de contentieux, parce que Donald Trump était largement, en tout cas, en tête à la fermeture des bureaux de vote. Et puis bon, on s'est rendu compte qu'avec l'arrivée des votes par correspondance, l'écart s'est réduit, voire même donne actuellement une avance à Joe Biden. Et c'est là le problème. Donc pour lui, il faut véritablement voir un peu plus clair, essayer de recompter ces voix-là. C'est pourquoi il y a au moins plus de 60 avocats qui sont actuellement, qui ont été mobilisés pour essayer d'éplucher toute cette paperasse-là, pour voir effectivement s'il n'y a pas eu vraiment de fraude. Bon, il dit qu'il y a des preuves de fraude. Justement. On lui demande, mais vous avez des preuves de fraude, mais il faut les présenter. Peut-être que c'est une stratégie aussi, qui sait. Peut-être qu'il en a vraiment, la suite nous le dira. Voilà. Sérieusement, Thomas Guessambi, vous croyez que Donald Trump a des preuves de ce qu'il affirme? Parce que pour l'instant, effectivement, personne n'a vu des éléments, en tout cas, de fraude massive comme il exprime. Mais pourquoi pas? Et pourquoi nous sommes beaucoup plus impatients que les Américains sur la question? Je dois dire qu'une élection ne se résume pas au seul jour du scrutin. Une élection, c'est une trilogie qui repose sur 3 temps: l'avant,
le pendant et l'après. Donc, ça ne pose pas de problème que l'après puisse nous conduire jusqu'à la Cour suprême, si tant est qu'il est question de juge et d'apporter la justice dans un événement aussi capital qu'est la désignation du président des États-Unis qui, par ricochet, est le président du monde. Mais ici, nous ne sommes pas peut-être à un gala, même si la personnalité de Trump est qualifiée de personnalité exotique, mais je pense que dès lors qu'on parle de justice, dès lors qu'on parle d'acteurs de justice que sont les avocats, que sont les magistrats, point n'est besoin de venir brandir. Ici, ce n'est pas des articles de presse que nous voulons mettre à la consommation des lecteurs, mais il s'agit de justice. Et quand il dit qu'il a les preuves, attendons de voir s'il ne les brandit pas à travers ses avocats au moment où la justice se saisira de la question pour se prononcer. Mais vous avez l'air de minimiser quand même le fait qu'il y ait une suite judiciaire, puisque le président Trump a donc demandé la suspension du dépouillement des votes, qui est un fait rare dans le jeu démocratique américain. Comment comprendre que l'une des plus anciennes démocraties, et la plus puissante, vous l'avez dit vous-même, du monde, bascule dans un conflit politico-judiciaire? Oui, cela... Ça a un impact quand même. Oui, bon, vous savez, les élections, comme on le dit, c'est l'occasion des passions. C'est l'occasion des passions. Donc, le moindre signe, le moindre signe peut apporter une suspicion. Le moindre signe vraiment de non-transparence peut apporter une suspicion. C'est inédit, en fait. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est dû au fait que le taux de participation est assez élevé. Cette année, en tout cas, les Américains ont beaucoup participé à ces élections. Et de deux, comme je l'ai dit, au niveau du vote par correspondance, il y a eu vraiment c'est 10 fois ce que les Américains ont l'habitude de voir. Et c'est ça qui crée un peu la suspicion. Parce que quand on va à un bureau de vote, on finit de voter, en principe, le bureau ferme, on fait le décompte. Mais aujourd'hui, le système américain permet à ce qu'il y ait le vote par anticipation. Il y a des votes même qui viennent après le jour du scrutin des bureaux de vote. Donc tout ça, ça a créé une sorte de confusion. Mais il n'y a pas aussi... Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation pratiquement chaotique. Mais est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi qu'il y ait des lois locales, fédérales? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un embrouillage lié à... C'est pourquoi je parle de la complexité du système américain. D'abord, la complexité existe au niveau même du mode du scrutin, au niveau du rapport des voix des grands électeurs, qui parfois ne correspondent même pas au vote populaire. Au vote populaire. Et donc, c'est tout ça qui, l'un mis dans l'autre, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où on ne sait pas qui sera le président des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, je le dis, il faut, pour ma part, vraiment essayer d'uniformiser, d'harmoniser tous ces petits... Donc, vous voulez qu'on change la manière de voter aux États-Unis? Je vous explique un peu historiquement pourquoi il y a eu, par exemple, le système des grands électeurs. Parce que les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ne faisaient pas confiance, comme on l'a dit, au petit peuple. Ils avaient peur que s'ils pratiquaient, par exemple, le suffrage universel direct, le petit peuple pouvait mettre à la Maison-Blanche quelqu'un qui n'est pas qualifié et qui n'est pas habilité à vraiment exercer le magistère suprême. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on se rend compte que ce système-là est dépassé. C'est un système dépassé parce que l'année dernière, et avant cela, George Bush fils, il n'avait pas le vote populaire, mais ils se sont retrouvés à la Maison-Blanche. Hillary Clinton, elle avait le vote populaire. C'est un système, en tout cas, qui est dépassé pour moi. Vous pensez que le problème est lié au système ou aux personnalités? Et notamment celle de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas inédit? Je pense que c'est la question que vous avez posée, de savoir qu'on puisse recourir. Mais dans l'intervention de votre correspondant ou le confrère qui a parlé depuis les États-Unis, je riais de l'entendre dire pour la première fois depuis 20 ans. Bon, que représente 20 ans dans 300 ans d'histoire, d'existence. Ce que je dois dire, c'est que l'histoire n'est pas linéaire, même si elle semble se répéter. Qu'il eût cru qu'en France, la grande France, que les partis classiques allaient disparaître au profit d'une république en marche, qu'il eût cru, personne ne s'imaginait. Quand ce jeune président français se lançait, à la limite, on riait, mais aujourd'hui, c'est lui qui est parvenu à façonner. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire de l'humanité, qui
est façonné par le temps. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un sur qui on n'a peut-être pas misé hier parce qu'il n'était pas politicien classique comme Jean-Claude le disait dans une de nos émissions, mais toujours est-il que les ambitions et les aspirations sont propres. Et donc Donald Trump, lui, il pense que pour qu'il soit battu, avec toute l'expérience qu'il a eue dans la vie, il faut qu'il soit convaincu de ce qu'il a été battu. Et donc, cela ne peut pas exclure la Cour suprême. Comme je vous l'ai dit, c'est le troisième temps d'une élection, c'est-à-dire le juge des élections, c'est-à-dire la justice après les élections. Monsieur, dernière question. On a ces temps-ci comparé Donald Trump en chef d'État africain en disant le fait de vouloir se maintenir à ce point au pouvoir, quelle serait la raison ? Puisqu'on se doute que ce n'est pas pour des raisons d'ordre pécuniaire, ce n'est pas pour un enrichissement personnel. C'est quoi? C'est parce qu'il a une véritable vision qu'il veut imposer à l'Amérique? C'est quoi? C'est une mission? C'est une envie? C'est de l'ego? Non. Mégalomanie? Non, ce n'est pas de l'ego. En fait, Donald Trump il a d'abord une haute opinion de lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Voilà, ça c'est clair, tout le monde. C'est un mauvais perdant. Oui, bon, on ne peut pas le dire aussi que c'est un mauvais perdant, puisqu'on ne sait pas actuellement qui a gagné. Mais il a prévenu, en fait. Il a dit non, que le vote par correspondance risque de créer de la fraude et qu'il ne serait pas d'accord si effectivement cela est avéré. Et moi, je m'étonne que les gens s'étonnent que Donald Trump puisse avoir une telle réaction. Il a déjà prévenu, il l'a dit. Il a dit il y a 3 semaines de cela qu'il a dit non, que ça ne se passera pas comme ça. Il y a un mois même de cela qu'il le disait déjà. Donc ça, c'est clair. Mais en fait, en réalité, il estime qu'il est en train d'être volé. C'est ça sa réaction. Il estime, et il estime qu'il est en train d'être volé, donc il ne peut pas accepter. Maintenant, la manière de le dire, la manière de le faire, c'est ce qu'il faut reprocher. Moi, je pense qu'il était à sa place, et ses stratèges ou bien son équipe de campagne, j'aurais mis quelqu'un devant pour essayer de jouer ce rôle-là, et non lui-même. Parce que lui-même, ça ne fait pas, c'est pas élégant de sa part. Ça dit que Trump n'a pas pour habitude de déléguer. Il tue tout seul. Bon, voilà. Mais ça, effectivement, je suis d'accord que ça fait un peu république bananière quand on voit un président sortant dire bon, je ne reconnais pas, en tout cas, la victoire. Il y a eu beaucoup de fraude. Bon, ça fait quelque chose quand même pour... Je continue de rire et j'en rirai, je ne sais pas jusqu'à quand encore, quand on parle de langage policé, quand on parle de politiquement correct. Cela n'a pas empêché Donald Trump de nourrir les ambitions présidentielles pour les États-Unis et de les gagner, non pas individuellement, mais en arrivant à convaincre un grand nombre d'Américains qui ont voté. Il n'a pas été nommé à ce poste de président de la République. Il a été élu. Et il y a des Américains aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour lui. Il a fait ses preuves. Il y a que nous sommes à la fois dans la considération globale des choses sur l'espace international qui a ses règlements, où il a privilégié le bilatéralisme au multilatéralisme, ce qui n'arrange pas la gouvernance mondiale, mais ça arrange les Américains pour qui il a été élu. Ça arrange les Américains pour qui il a eu cette vision. Arranger les Américains aux États-Unis. Même si, quoi qu'on dise, les statistiques nous disent que par an, c'est au moins 50 milliards de dollars que génère la vente des armes. Donc, sans doute que Donald Trump, en se retirant des expéditions belliqueuses, en se retirant des questions de la Libye, de l'OTAN, de la Syrie, pour ne se concentrer que sur les Américains, bien entendu, ça n'arrange pas cette gouvernance mondiale. Alors, messieurs, allez, dernière question. Qui va gagner? Je reste encore confiant. Et comme votre correspondant l'a dit, l'expression anglaise « wait and see », nous attendons de voir. Trump pour vous? Bien. Jean-Claude? Moi, je pense que c'est plié. Joe Biden va passer, va gagner. C'est vrai que les recours ne sont que, si vous voulez, une manœuvre désespérée de la part du président sortant. Moi, je pense que la messe est dite pour Donald Trump. Voilà. Merci. Nous attendons de voir. D'accord, wait and see. Nous restons confiants. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, à vous pour votre présence et vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation. Tout être humain, ou presque, peut faire face à l'adversité. Mais si vous voulez éprouver le caractère d'un homme,
confiez-lui le pouvoir d'Abraham Lincoln. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et prenez soin de vous.